8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le président de la commission des finances. Vous êtes également député LFI de Seine-Saint-Denis. Très nombreuses questions à vous poser dans cette journée qui est officiellement une journée de pause puisque c'est férié demain. Et pourtant, franchement, si vous pouviez avoir quelques heures de plus pour travailler sur ces deux budgets, le budget de la France, le budget de la Sécu, vous auriez apprécié pour une fois que quelqu'un veut bosser les jours fériés. On va le voir dans un instant, mais je voulais d'abord vous interroger sur cette fameuse lettre, la lettre dite secrète, c'est en tout cas telle qu'elle est estampillée, cette lettre de Bruno Le Maire à Emmanuel Macron qui l'alertait, c'était juste avant les européennes, juste avant la dissolution, sur les dérives des comptes publics, cette lettre qui est restée lettre morte puisqu'elle n'a pas obtenu satisfaction. Vous aviez connaissance de cette lettre, vous ? Oui, puisqu'en fait, ça a été évoqué lors de la commission d'enquête que je présidais sur l'explosion des déficits et surtout le fait qu'il n'avait pas été annoncé. Et Bruno Le Maire l'avait évoqué, donc j'avais connaissance de cette lettre. Donc c'est un peu, enfin, la lettre elle-même, c'est une révélation, mais par contre, l'histoire, c'est un secret de polichinelle, parce que c'est clair que Bruno Le Maire, que j'ai côtoyé pas mal de fois à ce moment-là, puisqu'il était ministre de l'économie, avait non seulement alerté, c'est la réalité, sur la dérive des comptes publics, mais il avait demandé, comme moi d'ailleurs, un projet de loi de rectificatif, c'est-à-dire qu'au lieu de procéder à des annulations de crédit comme on fait, c'est-à-dire de manière indolore, un peu comme ça, sous le boisseau, vous décidez d'annuler des crédits que vous avez votés. Hein, c'est un exercice auquel se livrent les gouvernements depuis 2-3 ans. Eh bien, on passe avec un débat au Parlement qui permet non seulement de débat de dépenses, et c'est pour ça que moi je voulais absolument que ça soit le cas, mais aussi des recettes. Bon. Et il n'a pas eu gain de cause. Mais je voudrais dire une chose, il y a eu cette lettre, mais il y en a une autre qui est passée plus inaperçue. Laquelle ? Et une lettre qu'il a écrite en novembre 2023, excusez-moi, je me remémore les moments, avant. à Elisabeth Borne, juste avant qu'Elisabeth Borne annonce un 49.3 sur le budget de l'État. Et dans cette lettre, il dit la même chose. Il annonce même qu'il va très certainement falloir annuler 10 milliards d'euros supplémentaires par rapport au budget dont on était en train de discuter à ce moment-là, dès le mois de janvier ou février. Et il n'y a pas eu un mot d'Elisabeth Borne dans cette présentation de son budget à l'Assemblée. Donc, elle avait connaissance de cette lettre. Elle avait connaissance de cette lettre. Elle avait connaissance de cette alerte. Bien sûr. Tout comme ensuite Emmanuel Macron et Gabriel Attal, Absolument. qui était le nouveau Premier ministre, avaient connaissance de ces alertes réitérées par Bruno Le Maire. Est-ce que vous considérez que le fait que ça n'ait eu aucune conséquence, qu'en effet ça n'ait été ni mentionné par les uns ni mentionné par les autres, qu'il n'y ait pas eu ce projet de loi rectificative qui aurait donc assumé en quelque sorte cette dérive, est-ce que vous estimez, certains disent c'est une forme de mensonge. Clairement. Ça veut dire qu'il y a un mensonge d'État. Oui, il y a une omission d'État. Donc vu la situation, c'est-à-dire empêcher finalement l'Assemblée de discuter d'une situation concrète, réelle, dès 2023, bien évidemment. Il y a, en partie, on peut me dire que rétrospectivement, ça veut dire que le budget qui était présenté était insincère. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais... Il le dit dans la lettre, noir sur blanc, voilà ce qu'il écrit notamment. Nous pourrions être accusés d'insincérité. Bien sûr. Il l'écrit à Emmanuel Macron. Il dit, Monsieur le Président, je demande notamment une loi de finances rectificative. Sinon, on nous accusera d'insincérité. Bien sûr. Donc, du coup, je peux le faire aujourd'hui, puisqu'il il l'expliquait. Mais il faut se rappeler qu'à ce moment-là, Pierre Moscovici, pour le Haut Commissaire des Finances publiques, n'avait pas parlé d'insincérité, parce que c'est un peu l'arme nucléaire. Si vous parlez d'insincérité, ça veut dire que constitutionnellement, il faut arrêter ce qui est en train de se passer. Mais avait dit que pour lui, c'était pas très crédible ce qu'on nous proposait. Donc, il y a eu des alertes. Enfin, faut pas faire comme si on a entendu après le gouvernement nous dire mais non, on ne pouvait pas savoir. Il y a eu des alertes en tous les sens. Le ministre de l'économie, c'est ce qu'on apprend, lui-même a alerté la première ministre, a alerté le président de la République, et rien n'a été suivi des faits. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème démocratique ? C'est-à-dire que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, dont vous débattez tous les jours à l'Assemblée, qui a également entraîné les questions de négociation entre les différents partis au sein de l'Assemblée, la question de la censure, pas la censure, tout ce que l'on vit aujourd'hui, la question des hausses d'impôts, des baisses de dépenses, tout cela, ça découle aussi de ça. Est-ce que ça aurait été différent ? Oui, ça aurait été différent si l'Assemblée avait pu en débattre, mais si l'Assemblée aussi avait pu le voter, parce que je vous rappelle que c'était 2 années où il y a eu le 49.3 et l'Assemblée ne pouvait même plus voter le budget. Donc on a des gouvernements qui ont imposé des politiques minoritaires et on s'aperçoit en plus, en montant,
c'est quand même extrêmement grave. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a un peu les mêmes problèmes sur ce qui est en train de se passer et qui va être le sujet suivant de notre... 2 points ensuite, justement, encore sur cette lettre. L'une sur la question démocratique. On est effectivement juste avant une échéance électorale, juste avant les européennes, et semble-t-il, ce que laisse entendre Bruno Le Maire, c'est que c'est pour ça que la sincérité n'a pas été au rendez-vous, parce que Emmanuel Macron, peut-être même Gabriel Attal, craignait, dit-il, que les élections soient mauvaises pour eux. Et donc, il valait mieux ne pas le dire aux Français. Mais vous pouvez me dire Emmanuel Macron, parce que ce qu'a montré aussi cette commission d'enquête, c'est qu'en dernière instance, il y a eu des réunions à l'Élysée. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé à auditionner M. Collère. Qui finalement Monsieur Collère, qui était donc le secrétaire général de l'Élysée. Voilà, qui a décidé de ne pas venir. Et je constate malheureusement que... Sans conséquence ? Sans conséquence, alors que théoriquement, je vous rappelle que c'est puni par le code pénal de ne pas venir devant une commission d'enquête. Il n'est pas venu, soi-disant, parce que comme il est secrétaire général de l'Élysée, la protection qu'a le président de la République vis-à-vis de l'Assemblée le concerne. Moi, je suis absolument en désaccord avec ça. Mais du coup, on n'a pas pu l'auditionner sur ces fameuses réunions. Qui a décidé ? Qui a pris la décision ? Et pourquoi, justement, de ne pas faire un projet de loi de fin de gestion, rectificatif, pardon. Le projet de loi de fin de gestion, ça va être dans quelques jours. Je trouve que ça aurait été intéressant pour les Français de savoir jusqu'où vont les responsabilités. À mon avis, elles vont au niveau d'Emmanuel Macron. Et la prise de décision, autre question aussi, les 20 milliards. Dans ses explications, Bruno Le Maire, il y a une chose sur laquelle il n'est pas capable d'apporter une explication. Ce sont les 20 milliards de recettes espérées qui ne sont jamais arrivées. Et il dit... Je ne sais toujours pas aujourd'hui ce que c'est devenu. Alors là, c'est le défaut de Bruno Le Maire, je dirais, avec qui j'ai des dialogues assez intéressants. Mais on ne partage pas du tout la même analyse politique. Ça a été l'objectif de la commission d'enquête. Alors dans la commission d'enquête, certains ont dit que c'est des problèmes techniques. Moi, j'ai toujours dit que c'était des problèmes politiques. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement foi dans leur politique de l'offre qu'ils ont cru que les années qui ont suivi le Covid, où vous avez eu une relance de l'activité économique, puisque l'activité économique était au fond de la piscine. En un an, on est revenu à la surface. Donc, qu'est-ce que ça a fait ? Ça a généré beaucoup d'impôts. Et ils se sont dit, ça génère beaucoup d'impôts, ça veut dire que notre politique de réduction des impôts fonctionne. En réalité, elle ne fonctionnait pas. Et quand on est revenu à une année normale, les impôts ont baissé. Et comment on peut se tromper de 20 milliards d'euros ? Mais ça fait justement 20 milliards, entre la TVA en moins, entre l'IS en moins, entre l'impôt sur le revenu en moins. Quand vous avez une activité économique qui se réduit et que vous avez baissé les impôts, vous avez moins de recettes. C'est exactement ce qui s'est passé. Et je pense que ça sonne aussi l'échec de leur politique. Les débats se sont interrompus hier soir minuit. Les débats sur le budget de la Sécu, dont vous débattez donc en ce moment dans l'hémicycle. Demain, il n'y aura pas non plus de débat puisque c'est une journée fériée avec le 11 novembre. Et il reste toujours des centaines d'amendements qui restent à étudier jusqu'à officiellement mercredi minuit. Est-ce que j'ai bon dans ce timing ? Et est-ce que ça veut dire que concrètement, ce budget, vous en discutez pour du beurre parce qu'à la fin, vous ne le voterez pas ? Ça veut dire en tout cas qu'il va partir au Sénat sans être voté au final. Donc ça va être peut-être un service rendu à ceux de l'opposition. On va y revenir, je pense notamment. Vous dites l'opposition, je précise pour ceux qui nous écoutent à la radio sur RMC, vous dites l'opposition en mettant des guillemets, sous-entendu, qui s'auto-appellent opposition, mais qui n'en sont plus. Oui, je pense notamment au Parti Socialiste, qui a, largement œuvré à perdre du temps dans des présentations d'amendements, en ne votant pas des amendements de suppression avec lesquels il était d'accord, ce qui permettait d'aborder les débats. Ils ont cautionné cette perte de temps du gouvernement. Le bilan, c'est qu'on ne va pas voter le texte final. Il y aura eu donc une partie votée, la partie recette, qu'ils ont voté d'ailleurs, avec 12 milliards de coupes budgétaires dans l'hôpital. Ils ont voté ça. Ce que je trouve quand même absolument incroyable vis-à-vis du mandat qui est le nôtre. Je vous rappelle qui est quand même le programme du nouveau c'est qu'effectivement, il y avait un nous. Il y avait un nous. Il n'y a plus de nous, puisqu'il n'y a plus en réalité, de vie commune entre LFI et le Parti Socialiste. Mais vous avez en effet été élu sur un programme commun. Voilà. Et qui, évidemment, n'est pas de permettre au macronisme de se prolonger et de appliquer sa politique antisociale. Donc, ils ont voté la partie recette. On ne va pas avoir à voter le PLFSS. Donc, quelque part, ils n'auront pas, aller jusqu'à là. Et tout ça va partir au Sénat. Ça les arrange ? Bien sûr que ça les arrange. Ça les arrange pour deux raisons. Moi, j'ai toujours pensé que la stratégie du gouvernement... Alors, pour bien comprendre, je résume en 2 secondes. Vous avez 2 budgets. Budget de l'État, budget de la sécurité sociale. Le budget de l'État, vous êtes obligé d'en avoir un. C'est la raison pour laquelle il y a possiblement, si jamais, par exemple, le budget actuel échoue, une loi spéciale
qui restitue le budget de l'année précédente et permet en gros que l'État continue à payer ses fonctionnaires, pour ne pas qu'on se retrouve comme les États-Unis, par exemple, qui n'ont même plus payer leurs fonctionnaires. Voilà, il ne peut pas y avoir de shutdown en France, contrairement à ce qu'ont dit certains l'année dernière. Bon, ça, vous l'avez sur le PLF, donc on va y revenir après. Sur le budget de l'État. Voilà, sur le budget de la sécurité sociale, c'est impossible. Vous n'avez pas de loi spéciale. Donc le gouvernement a deux solutions. Première solution, il sait que son opposition va voter contre. Elle est majoritaire si toutes les oppositions votent contre. Et il va tenter les ordonnances, c'est-à-dire il va tenter de dépasser le délai de 50 jours qu'a le Parlement dans son ensemble pour examiner le projet de loi de la sécurité sociale. Et les ordonnances restituent le budget initial. Et puis la deuxième ceinture de sécurité, c'est celle que lui, apparemment, pourrait peut-être lui offrir le Parti socialiste, et si une de ses oppositions vote pour le texte. Bon, voilà, donc il a ces deux ceintures de sécurité, il avance, et ce que je constate, c'est que le Parti socialiste lui a facilité le travail en, j'allais dire, permettant que les débats traînent, etc. Donc on va s'approcher dangereusement des limites avant que le texte parte au Sénat de ces fameux 50 jours, mais aussi en votant la partie recettes, ce qui laisse espérer au gouvernement qu'à la fin, le Parti socialiste pourrait voter le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Éric Coquerel, les débats, je le disais, se sont interrompus hier soir. Pourtant, certains chez vous avaient demandé à siéger, y compris en bossant jusqu'à minuit et en recommençant le lendemain. Mais vous aviez dit, allons bosser aujourd'hui, lundi, ça n'est pas un jour férié, pour rajouter quand même quelques heures et pouvoir analyser d'autres amendements. Comment ça peut vous être refusé, ça ? Je veux dire, dans le contexte de crise politique actuelle. C'est la séance, c'est la présidence de l'Assemblée qui décide ça, qu'on arrête à ce moment-là. Il y a eu un vote quand même tenté par Clémence Guettet, vice-présidente de l'Assemblée, et qui a quand même essayé de vérifier si dans l'Assemblée, parce qu'elle est décisionnaire, il y avait une majorité pour poursuivre, et malheureusement, il y a eu une majorité pour ne pas poursuivre, avec notamment les voix du Rassemblement national et du Parti socialiste contre les voix du reste de la gauche. Et du coup, on n'a pas pu aujourd'hui examiner le budget. Et quelle est la raison pour lesquels aujourd'hui on ne peut pas examiner le budget? On est le 10 novembre, c'est pas un jour férié, les cérémonies c'est demain, parce qu'il est tradition que les députés puissent dans aller, leur circonscription pour la cérémonie. On avait le temps de les examiner, donc tout ça est fait pour qu'à la fin on n'ait pas le temps de voter le texte, c'est tout. Vous avez peut-être entendu Pierre Moscovici hier soir, il était sur BFM TV, et à propos de la question du budget, alors qu'il est le président de la Cour des comptes, il dit « Je ne suis pas ce spectacle ». Ça ne sert à rien. Il explique qu'au fond, regarder au jour le jour ce qui se passe à l'Assemblée, de toute façon, est un spectacle politique qui ne dit rien de ce qu'il y aura à la fin. Est-ce que vous entendez ça? Effectivement, non, cette incapacité à comprendre ce qui se joue. Je trouve que c'est pas bien de la part de Pierre Moscovici, je vais vous dire, parce qu'il est encore président de la Cour des comptes et du Haut Conseil des finances publiques. Il va bientôt qui analyse justement le budget, la véracité et la sincérité du budget. Il n'a pas à avoir un regard comme ça sur l'Assemblée nationale. Donc je vous le dis, parce que c'est pas un spectacle. Voilà. Ce qui se passe, c'est que par contre, on a j'allais dire, un faux semblant. Le faux semblant, c'est que le gouvernement a dit « je ne ferai pas de 49.3 cette fois-ci », contrairement au gouvernement précédent que je vous décrivais tout à l'heure. Et donc, c'est l'Assemblée qui va pouvoir décider. Mais en réalité, il sait qu'il a suffisamment de possibilités avec lui pour qu'à la fin, ça soit le texte qu'il a voulu, ou en tout cas le texte qu'il accepte. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, ça donne le sentiment que vous débattez pour du beurre. Ça donne le sentiment qu'on a un gouvernement minoritaire qui impose un programme minoritaire, et que la Ve République, que ce soit à travers ces ordonnances incroyables qui permettent à un gouvernement d'imposer des ordonnances sans qu'il y ait de vote, ou en essayant de jouer et de compter sur le Parti socialiste depuis maintenant 1 an pour lui permettre d'avancer, va en réalité faire comme s'il y avait un débat démocratique, comme si nous étions décisionnaires, mais à la fin espérer passer son texte. Donc là, il y a vraiment un problème démocratique. 2 points très concrets, parce que ce sera au menu des discussions mercredi, puisque vous reprenez mercredi le débat, l'un sur les retraites, l'autre sur les ruptures conventionnelles. Les retraites, la suspension de la réforme des retraites. Pour le coup, là-dessus, vous pouvez vous dire que le gouvernement a joué le jeu, puisqu'il a avancé cette discussion à mercredi pour être sûr que vous puissiez discuter, voter de cette question-là. Est-ce que c'est acquis au moment où on se parle que la suspension de la réforme des retraites passe? Non, parce que c'est pas une suspension, excusez-moi, justement. Le président de la République lui-même a révélé le poteau rose. C'est un décalage de 3 mois seulement. C'est ça qui est proposé. Et en échange de ce décalage, on demande aux députés, en réalité, ça serait une première, de voter la réforme elle-même. Parce que dans l'amendement, il y a le fait que la réforme va continuer après. Donc ça veut dire que les députés sont appelés à voter un simple décalage de 3 mois, et en même temps la réforme qui pour l'instant n'a jamais été votée à l'Assemblée, et pour cause, parce que l'Assemblée était majoritairement opposée. Donc c'est un jeu de dupes, c'est une arnaque, et effectivement vous avez raison de dire qu'ils ont réservé cet article
puisque c'est la caution que qu'on donne au Parti socialiste pour qu'il vote le projet de finances de la sécurité sociale. Non, on ne va pas la voter. Vous voterez contre la suspension de la réforme des retraites? On a voté contre, mais ce n'est pas la suspension. Ne reprendrez pas les termes non, qui sont ce n'est pas la suspension. Même 3 mois pour mais on ceux ne va qui pas vont gagner voter. 3 mois. Vous n'avez pas compris. Comme les syndicats le demandent d'ailleurs. Il y a une réunion à la CNAM, CGT, CFTC, CGC, FO, ont dit qu'ils étaient opposés à cette mesure. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fous. Ils savent qu'en échange d'un simple décalage de 3 mois, c'est-à-dire les gens seront appelés à partir de 3 mois plus tard. Et d'ailleurs, il est même possible, ça a été supprimé à l'Assemblée, mais il est même possible qu'au Sénat revienne le moyen de financer ces 3 mois qui serait de le faire payer sur les pensions des retraités. C'est-à-dire que les retraités paieraient en réalité par moins de pensions ce décalage de 3 mois. Il n'en est pas question. Ben oui, il n'en est pas question. Et nous, on va suivre ce que disent les syndicats. Il faut quand même bien trouver les sous quelque part. Alors, attendez, je vais revenir. Nous ne sommes pas pour un décalage, nous ne sommes pas pour une suspension, nous sommes pour une abrogation de la réforme des retraites. Nous disons qu'il y a des moyens, ça c'est un autre débat après, de financer ce retour à l'âge de la retraite à 62 ans, par une légère augmentation des cotisations, par exemple le fait de faire cotiser les revenus du capital comme les dividendes, on trouve assez facilement plusieurs dizaines de milliards. Donc au moment où on se parle, vous l'affirmez, vous voterez contre. Ah bien sûr, mais comme ça a été fait en commission d'ailleurs, je vous rappelle, on a voté contre avec le Parti communiste et avec les écologistes. Les ruptures conventionnelles sont dans le viseur, notamment justement de l'UNEDIC, parce que 19% de plus de conventions, de ruptures conventionnelles depuis 5 ans, parce que ça coûte 9 milliards. Les ruptures conventionnelles, maintenant tout le monde a bien compris, c'est ni la démission, ni le licenciement. C'est une sorte d'accord ensemble, à l'amiable, pour s'arrêter. Mais ça donne droit au chômage derrière et ça coûte donc très cher à l'UNEDIC. Est-ce qu'il faut y mettre fin? En tout cas, il ne faut pas le faire payer sur le dos des salariés, parce que c'est ce que j'ai lu là ce matin, c'est que c'est ça qui va être sur la table. On a créé les ruptures conventionnelles pour permettre plus facilement des licenciements. C'est ça l'histoire, hein, c'est-à-dire pour arriver à s'entendre, et au lieu que ça passe par soit des plans sociaux, que ce soit ça passe par éventuellement aller devant le tribunal, on licencie plus facilement les salariés. D'accord, le prud'homme, excusez-moi, vous avez raison, j'étais en train de chercher le mot, merci beaucoup. Donc on a fait cette situation. Et là, maintenant, on veut revenir, mais au détriment des salariés. C'est pas acceptable. Soit on revient sur les ruptures conventionnelles parce qu'on estime que c'est un mauvais système, et dans ces cas-là, il faut revenir au licenciement économique avec toutes les garanties pour les salariés qui sont derrière, et il y en a de nombreuses, mais il est hors de question de revenir sur ce qui serait des jours de carence, moins d'indemnités, etc. Donc ça, ce qui fait payer sur les salariés les raisons du licenciement, c'est non. Les primes de Noël qui étaient annoncées comme potentiellement supprimées pour les célibataires sans enfants. Finalement, le ministre du Travail a l'air de dire qu'il serait prêt à renoncer à ce renoncement. C'était du bluff? Non, je ne crois pas que c'était du bluff. C'était on lance quelque chose, puis on regarde comment on réagit. C'est peut-être aussi des leurres pour montrer qu'on négocie. Il y en a eu nombreuses dans le gouvernement. Vous vous rappelez les 2 jours où on faisait travailler les 2 jours fériés. Voilà. Mais tout ça montre surtout une stupidité. Parce que stupidité. Oui. Cette politique est stupide. Je ne parle pas du ministre, je parle de la politique. Cette politique est stupide. Pourquoi? Parce qu'elle vise à faire en sorte que le pouvoir d'achat des Français baisse. Et figurez-vous, le problème que nous avons dans ce pays, c'est que la consommation intérieure, depuis 2-3 ans, baisse. Or, c'est le feu principal de l'activité économique. Tout ce que vous prenez sur le pouvoir d'achat des Français, après, rejaillit en moins de croissance, en moins d'impôts, de recettes fiscales, de recettes de cotisation. Donc, c'est une politique qui n'a pas de sens. Vous retenterez de censurer? Ah bien sûr. Alors nous allons le faire, surtout si on voit qu'on approche vers les ordonnances. Voilà. Mais manifestement, j'ai cru comprendre que le Parti socialiste, comme il l'a fait avec M. Bayrou, comme il l'a fait lors du vote, de la censure, vote de confiance par rapport à M. Lecornu, comme il est en train de le faire vis-à-vis des recettes du projet de loi de finances de la sécurité sociale, comme il le fait aussi en permettant au gouvernement de gagner du temps, manifestement, ne le fera pas, ou en tout cas ne le fera pas avant, ce qui montre que quand vous avez plusieurs points comme ça fait une ligne. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que le Parti socialiste fait partie ou pas du socle gouvernemental? Ou effectivement qu'il n'est plus dans l'opposition. En tout cas, merci Éric Coquerel, président de la Commission des Finances et député LFI de Seine-Saint-Denis. Il est 8h48 sur RMC BFM TV.